Salut à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 141 de Bits. Et oui, un épisode post-CES du coup qu'on a déjà traité l'épisode précédent, je vous invite à aller voir ça. Je suis Christophe et ce soir pour traiter pas mal d'actu, j'ai à côté de moi Bertrand. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, on a sélectionné pour vous pas mal d'actu, d'annonces et surtout on vous a réservé un petit test à la fin, donc en deuxième partie. Tu nous feras ton retour sur l'expérience comparative exceptionnelle entre Shadow et Stadia. Ouais, Cédric l'avait teasé la semaine dernière, donc j'étais obligé de venir ce soir quoi qu'il se passe pour pouvoir présenter tout ça. Eh bien c'est parfait. Mais écoutez, je vous propose de commencer tout de suite avec la première news, et c'est une news française. Ouais. Tu vas nous parler de la B-Box. Exactement, alors pour l'instant on n'a pas encore énormément de choses dessus, mais on a Bouygues qui a sorti une nouvelle box, donc une nouvelle B-Box, et qui est compatible, figure-toi, Wi-Fi 6. Mais où va-t-il chercher tout ça? Donc je vous mets une petite image. C'est du super Wi-Fi à la Bouygues en fait. Exactement, bon là effectivement toutes les box récentes là qui sortent font du Wi-Fi 6. C'est aussi un petit pied de nez à Free avec sa Freebox Delta qui n'a pas le Wi-Fi 6 aussi, donc ça fait partie des points sur lesquels il joue. Et hop, on a quelques photos, donc ça a été présenté à la presse, donc on la voit là. Moi le design me fait penser, je sais pas si t'as suivi, à celle de la Xbox série X, et je me dis tiens c'est la mode maintenant de sortir un petit peu ces box sous forme un peu d'enceinte connectée en fait. Ouais, je pense qu'ils vont, ils ont un partenariat avec les fabricants de meubles télé, tu vois, pour revoir entièrement le design, pour que on ait des étagères verticales, tu vois, pour ranger ces nouveaux éléments. C'est un peu l'idée, je pense. Je vous mets l'arrière pour que vous puissiez voir. Donc avec toute la partie connectique. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc il y a un écran LCD en 320 x 240 qui permet donc d'afficher les différents réglages, diagnostic réseau, le contrôle parental, le QR code, se connecter avec donc la clé Wi-Fi qui apparaît. Et donc on a une petite molette pour naviguer dans l'interface que vous voyez ici. En termes de connectique, hop, je passe sur l'autre incrustation. Donc on a 4 ports Ethernet 1 gigabit, un port Ethernet 10 gigabits. Ah ça y est, on commence quand même. Ça y est, ça arrive aussi. 2 ports USB 3 et un port RJ11. Donc la principale annonce en tout cas sur la partie connexion, c'est le Wi-Fi 6, norme 6 qui va avec. Juste pour se redonner un petit rappel, Wi-Fi 6 c'est super intéressant si vous avez pas mal d'appareils de type IoT, donc connectés dans la maison, parce que c'est une des limitations que l'on a aujourd'hui avec le Wi-Fi existant, c'est que plus vous avez d'appareils, plus vous partagez la bande et plus vous venez un peu saturer votre réseau Wi-Fi et dégrader les performances. Surtout si certains sont 5G, d'autres 2,4G, enfin ça devient un peu compliqué en termes de configuration. Avec le Wi-Fi 6, il va venir adresser et envoyer le max de débit sur chaque appareil. C'est la promesse en tout cas, une des promesses du Wi-Fi 6. Oui, c'est la nouvelle vague de connectivité avancée pour répondre à toutes les problématiques que vous avez actuellement. Bon, à voir, sachant que pour l'instant, en termes d'appareils compatibles, il n'y en a pas des masses. Non, effectivement, mais ça arrive, mais bon, tant que les iPhones sont pas passés à Wi-Fi 6, pour moi, ça n'existe pas. Ensuite, pour la date de lancement, donc c'est prévu à la fin du mois de janvier. Donc ça arrive très vite, avec une offre donc Ultime Fibre au prix de 24,99 par mois pendant 1 an. Et ensuite, on passe à 41,99 €. Il y a un joli prix. Donc avec des frais de mise en service, et pour l'instant ils n'ont pas encore communiqué sur le passage des anciens clients vers cette offre-là. C'est la question que je vous donne, c'est pour les nouveaux clients, bien évidemment. Bien, comme d'hab, il va falloir faire le switch pour négocier de renouveler sa box. Exactement. Bon, on verra. Moi j'en suis chez Bouygues actuellement. Ouais. Ah d'accord, donc toi tu peux potentiellement intéresser s'il y a un renouvellement. Bah je sais pas, non, enfin je suis engagé encore, ça fait pas longtemps que j'ai basculé chez eux, donc je suis peut-être pas dans les meilleurs pour renouveler, mais pourquoi pas, ça m'intéresse. Mais j'ai pas d'appareil encore connecté, d'appareils qui sont Wi-Fi 6. Par contre je suis curieux de voir si du coup ces optimisations sur ce nouveau protocole Wi-Fi vont aussi améliorer les portées, l'adaptation, tu sais, de la portée Wi-Fi actuelle sur le reste de la maison.
Voilà. En tout cas, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai pas mal d'appareils en IoT et donc je suis en Wi-Fi 5, hein, comme tout le monde. Enfin, la précédente norme en tout cas. Et j'ai dû monter 2 réseaux Wi-Fi. Donc j'ai un petit CPL qui fait Wi-Fi et qui me permet d'avoir mon réseau pour tout ce qu'IoT avec un bas débit, mais ils ont pas besoin d'un gros débit. C'est parce que ton Wi-Fi portait pas assez ou parce que ça a saturé Non, sur ça un point saturait. d'accès Et j'avais beau essayer de paramétrer en disant je réserve le réseau 2,4G pour l'IoT, le 5G pour les appareils qui sont plus gourmands et compatibles. Ça marchait pas, c'était pas concluant. C'était sur ma Freebox Delta, donc j'ai monté un deuxième réseau Wi-Fi, j'ai bien séparé les canaux, et pour le coup là j'ai le max du débit sur l'un et sur l'autre. Ok, bon, j'ai pas encore de problème de cet ordre-là. Mais je pense plutôt que moi, ça serait une bascule vers un vrai réseau avec des vrais points d'accès, un vrai routeur. Et oui. voilà, si jamais j'ai le problème. Mais pour l'instant, ça va. Ça tient le coup. Ok, bon, enfin, une nouvelle génération de box. Oui. Bon, en parlant de trucs qui arrivent, il y a des trucs qui s'en vont. Oui. L'ordre de la vie. Et chez Microsoft, c'est un peu la fin de plein de choses en ce début d'année. Et à commencer par Windows 7. Exactement, donc avec la fin du support qui est intervenue le 14 janvier 2020. Alors la fin du support de Windows 7, ça doit vous parler parce que ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Bah ouais. Puisqu'en fait, il s'est déjà arrêté depuis le 13 janvier 2015 en fait. Donc voilà. C'était vraiment l'arrêt officiel. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de nouvelles fonctionnalités dans l'OS à partir de cette date-là. Donc ça veut dire que depuis 5 ans, il évolue plus. Par contre, il y avait des corrections de failles critiques, ce qui était très important. Dès qu'il y avait des failles qui sortaient, notamment tout ce qui était failles 0D ou autre, il fallait que l'éditeur soit réactif et puisse sortir des failles et donc des corrections de failles. Et donc il le faisait, et en fait ce qui change, c'est que vraiment maintenant pour les particuliers, il arrête de le faire à partir du 13 janvier 2015. Donc c'est vraiment ça en fait, du 14 janvier 2020. Ça change pas grand chose, je pense. Voilà. Donc c'est vraiment le point, mais c'est toujours un peu compliqué avec Microsoft et c'est compliqué pour eux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui un quart des PC tournerait encore sur cet OS. Donc on vous a mis un petit schéma. Donc sur le Windows 7, on voit quand même entre guillemets une bonne adoption de Windows 10, mais je dirais c'est un peu normal depuis le temps que c'est sorti. Et c'est quand même peu, enfin quand on voit Windows 7 qui a encore un quart et Windows 10 qui repère péniblement 55% si on arrondit, c'est pas tant que ça en fait en termes de marché quand si on compare juste entre les deux. On se dit que vraiment le seuil de basculement a été fait difficilement. Ouais, après ils ont pendant longtemps en fait, je crois que c'est Windows 10 ça met 4 ans pour rattraper la part de marché de Windows 7 en fait, depuis le lancement jusqu'à arriver à dépasser la part d'utilisation de Windows 7 sur les PC. Sachant qu'ils ont quand même fait le gros forcing pour pousser les mises à jour gratuites, pour faire des pop-up qui viennent te perturber dans ton utilisation au quotidien. Donc voilà, il y a encore beaucoup qui restent, malgré tout. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est quand même Windows 7, le deuxième OS qui serait donc le plus utilisé dans le monde, selon Net Market Share, donc qui est l'étude qui a été faite. Donc l'impact là de l'annonce, c'est concrètement, donc je vous expliquais les failles qui sont plus corrigées. Pour les outils, par contre, sur tout ce qui est Microsoft Essential Security, donc l'éditeur précise qu'il continuera quand même de recevoir et d'envoyer donc les mises à jour, et ça jusqu'au 14, enfin au niveau du 14 janvier 2020, et il continuera quand même elle ne sera plus adaptée, mise à jour à partir de cette date. Donc ça veut dire que la partie MSE s'arrête également aussi à partir de cette date. Par contre, on va avoir des mises à jour pour la partie pro. Donc ça, c'était intéressant. Évidemment. Mais ces mises à jour seront payantes. Évidemment, comme d'habitude. Voilà. Donc on va avoir 2 versions. Donc la partie Windows Entreprise où on va avoir $25 par appareil et $50 si vous avez du Windows 7 Pro pour pouvoir continuer à bénéficier des mises à jour payantes, donc tout ce qui est correction de failles. Et ça, c'est entre janvier 2020 et 2021. Et ensuite, le tarif est censé doubler chaque année. Tous les ans par poste, donc pas licence pour avoir un support. Et avec une fin de support pour les pros prévue cette fois-ci pour 2023. Donc il y a quand même une date de fin, mais un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, en tout cas, aucune extension du support n'est prévue pour les particuliers. Donc pour les particuliers, ça s'arrête. Et forcément, on ne peut que vous recommander de basculer, parce que là par contre vous courez un vrai risque, notamment sur tout ce qui est faille 0D, uniquement pour la partie faille de sécurité. C'est le nombre, enfin c'est typiquement le genre d'appareil que tu dois plus utiliser sur internet directement. Donc mais bon,
Après, la démarche n'est pas surprenante, ça a été la même pour la fin de vie des OS précédents, de XP notamment, qui lui a été bien étendu en termes de support. Et donc c'est la même démarche. Voilà. Enfin, on va y passer, mais moi je pense à toutes les entreprises qui vont ramer pour rattraper toute cette migration-là, qui prennent du temps pour migrer tout ça, qui ont des appareils, les drivers notamment, c'est un vrai sujet. Les pilotes qui sont pas maintenus et qui sont branchés à des appareils qui sont très utilisés sur des usines ou des chaînes de production, et qui du coup, si tu fais ta mise à jour, tu perds la fonction. C'est un peu dommage. Donc c'est aussi ça qui limite l'usage, c'est pas que de la mauvaise volonté ou de la méconnaissance. Bien, un autre truc qui meurt, et qui meurt même aujourd'hui, jour de la diffusion live, c'est Edge. Et oui. Voilà, Edge est mort, mais vive Edge. Et oui, puisqu'on vous en a parlé déjà à plusieurs reprises, le navigateur de Microsoft, du coup intégré à Windows 10 notamment, Edge, arrive en fin de vie, et il va être renouvelé par une nouvelle version de Edge, basée sur le même moteur que Chrome, à savoir le moteur de Chromium, la version open source. Cette mise à jour et cette fin de vie du coup va arriver incessamment sous peu, donc là c'est un update qui est en train d'être diffusé en mode roll-up, donc ça va être diffusé petit à petit à tout le monde, du coup tous les utilisateurs de Windows 10. Ça sera une nouvelle version de navigateur qui va venir en remplacement de l'ancien. Donc on va vraiment avoir un nouveau navigateur à la place de l'autre. L'icône va changer, vous allez retrouver cette magnifique icône, voilà, que vous avez peut-être dû voir, au moins c'est pour vous la présenter, pour vous dire ne soyez pas surpris quand vous allez voir ça apparaître sur votre bureau ou sur votre barre de tâches en bas à la place de l'autre, c'est votre nouveau navigateur. Voilà, donc on vous a déjà parlé de toutes les nouveautés dedans, il est plus rapide, plus performant, il a de meilleures compatibilités avec les sites web, notamment par rapport à tous les nouveaux standards du web. Il va récupérer tous vos favoris. Pour l'avoir testé depuis très longtemps, le onboarding, donc la mise en route de l'utilisateur dessus, la migration est vraiment bien faite, donc on retrouve tout ce qu'on a l'habitude d'avoir quasiment. Il y a quelques fonctions de Edge que vous n'allez pas retrouver, je crois que les collections avec les annotations sur les images n'y sont pas encore. Par contre, vous allez retrouver du coup toutes les extensions et le store d'extensions compatibles qui sont aussi celles de Chrome. Donc si vous voulez des extensions, il y en a sur le store de Edge, et sinon vous pouvez aller chercher les extensions de Chrome qui sont aussi compatibles. Oui. Voilà, l'impact que vous allez avoir, ça va être effectivement peut-être sur l'usage de la RAM pour l'instant, puisque le mode de fonctionnement est un peu différent entre les deux. Chrome et du coup Edge bouffe un peu plus de RAM, mais par contre ils travaillent énormément avec Google, puisque Microsoft maintenant contribue au projet open source de Chromium pour améliorer le cœur de ce navigateur-là, pour des enjeux de perf, pour des enjeux de compatibilité ARM, hein, on pense aux prochains devices Microsoft qui vont sortir, etc. etc. Voilà, donc que du bon quand même. Je trouve que c'est une bonne approche. Hein. Oui, oui, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est une bonne approche, et vu tout le travail qu'ils font pour ce projet-là, ça prend la bonne tournure, je pense. Et Google est assez intelligent pour travailler de concert avec Microsoft sur la gouvernance de ce moteur de Edgeium, comme on peut l'appeler, un mélange de Edge et de Chromium. Donc voilà, bientôt un nouveau navigateur sur vos PC. Mais on enchaîne, du coup, on va vous parler de recharge. Ouais, de recharge sans fil. Et c'est la société Guru qui a présenté en fait un concept de recharge sans fil pour différents appareils. Alors, ils ont une technologie en fait de transmission d'énergie sans fil, donc on peut penser à une recharge par induction, on a déjà parlé aussi de recharge à distance par rayon lumineux ou laser. Là, c'est une transmission sans fil. À base de fréquence, enfin c'est une fréquence assez élevée, et du coup en fait la portée par contre est pas énorme, donc ça se fait pas sur des dizaines, des centaines de mètres, ça se fait sur quelques dizaines de centimètres. Et alors pour arriver à recharger différents appareils que vous avez chez vous, ils ont présenté plusieurs façons en fait de transmettre cette énergie. Et la première, c'est un petit dispositif qui s'appelle le Guru Robot, qui est un petit robot en fait qui va se trimballer un petit peu comme votre aspirateur Roomba. Voilà, ça ressemble énormément quand même à ça, tu vois. C'est un petit peu un Roomba sur lequel tu as greffé une antenne ou un panneau solaire, un aileron. Le panneau solaire, c'est un peu ça. Et donc ce truc-là, il va se promener dans votre maison. Et il va du coup transmettre, il va détecter en fait quels sont les appareils qui sont susceptibles d'être rechargés sans fil et lesquels ont besoin d'être rechargés, et il va venir du coup se positionner à portée, du coup à quelques centimètres, il a besoin de 60 cm à peu près, et il va pouvoir transmettre environ 5 watts de puissance. Donc 5 watts c'est pas
ouf, c'est pas énorme, mais ça permet de faire une recharge douce. Si c'est dans la journée. Et dans la journée, voilà, quand t'es pas là. Donc ça, c'est vraiment génial, ça t'évite de penser à quels sont les appareils, à quel endroit, ranger dans tel tiroir bidule qu'il faut recharger, ta manette pour ta Switch que t'en as besoin quand tu rentres et qu'elle est pas rechargée, des trucs comme ça, ton écouteur sans fil pour aller courir. Et lui se promène dans la maison, il détecte les appareils qui ont besoin d'être rechargés et il balance la sauce pour les recharger. Voilà. Alors évidemment, il y a plusieurs impacts. Déjà, c'est que la puissance transmise est vraiment très fonction de la portée. Donc plus l'appareil va être distant, moins la fréquence, enfin la puissance de recharge sera efficace. Donc du coup, c'est vraiment, il faut vraiment que ce soit assez proche pour pouvoir transmettre de la recharge. Voilà. Et il y a un autre dispositif qu'ils ont également à disposition, qui est un panneau dans le plafond. Donc vous intégrez dans le plafonnier, qui du coup va diffuser le rayon de recharge sur l'appareil qui est à portée, qui va regarder en face. Alors, c'est une autre façon d'intégrer la même technologie. Par contre, là, on est vraiment dépendant de la pièce dans laquelle on va être. Et pour le coup, la hauteur de ton plafond va aussi impacter sur la puissance de charge que tu vas pouvoir balancer. Voilà, donc transmission sans fil de recharge. C'est intéressant. Après, moi, je t'avoue que mon avis perso, c'est encore un peu. J'ai pas envie de me faire griller un petit peu le cerveau, déjà qu'on a pas mal moi, j'ai des doutes, d'ondes voilà, qui circulent. Une puissance comme ça qui est transmise, je suis un petit peu dubitatif quant à l'impact sur la santé. Hein. J'aimais bien, moi, cette image, en tout cas. Je trouvais ça intéressant parce qu'on parle quand même des chargeurs sans fil sur lesquels on doit poser de manière très précise le téléphone pour qu'il se recharge. Alors, ils sortent de plus en plus là des chargeurs où c'est un peu plus libre, où ils arrivent à mettre des bobines, une sorte de Air Power, mais d'une autre version. Et là, se dire, j'ai un rayon d'action où je pose mon téléphone où je veux, ou n'importe quel device, et ça le recharge, je trouve intéressant. Par contre, vu que ça le recharge très lentement... Ouais, mais tu peux faire en continu, en fait. En fait, c'est plus dépendant de toi. C'est-à-dire que quand il y en a besoin, le truc, il va pouvoir aller se mettre en face et te recharger. Voire même, tu peux imaginer que si tu es sur un réseau Wi-Fi de ta maison, il peut transmettre l'info à l'appareil qui est ailleurs pour dire je suis bientôt en fin de recharge. Et il en est de la charge. Et viens me recharger, des trucs comme ça, tu vois. Après, bon, voilà, j'espère qu'ils vont prendre le temps de bien faire les études sur la santé. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, on nous dit dans la chatroom, grillage de gonades, effectivement. J'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs pour faire mon Hugues en particulier. J'ai quelqu'un que je connais qui travaille dans l'armée, notamment dans la partie aviation militaire, et qui a du coup travaillé beaucoup dans les radars. D'accord. Qui s'est fait pas mal bombarder par des radars du coup dessus, dont une fois vraiment involontairement. Donc le radar était on sur la piste, il était passé devant en fait, il s'est fait balayer par le radar. Wow. Et du coup, on sait pas si c'est vraiment ça, mais il n'a eu que des filles. Il a eu 3 enfants, il a eu que des filles derrière. Voilà, donc il rigole avec ça, mais a priori, ça aura un impact effectivement les ondes radar. Sur la puissance émise. En plus, les radars militaires, je peux te dire que eux, ils sont pas dans les normes DAS, tu vois, pour le cerveau, c'est on y va à fond, au taquet. Donc voilà. D'accord. En parlant de grillage de gonades. Original. Ouais, c'est original. C'est pour rigoler, rebondir sur la remarque qu'on nous a faite. Bon, on va revenir sur du parler d'IoT tout à l'heure, on va parler d'IoT à porter sur soi, puisque aïe, les Amazon Echo Frames sont disponibles quasiment de suite, puisque donc cet appareil-là, qu'est-ce que c'est l'Amazon Echo Frames? C'est cet appareil-là qui avait été présenté lors de l'annonce énormissime d'Amazon qui balançait énormément de devices tous les Echo. Produits à la suite. Voilà, le flot d'appareils Echo, il y avait une bague aussi derrière. Mais là, ça y est, lui, il sort vraiment. Voilà, donc c'est dispo sur le site Amazon directement pour $179. Alors c'est une précommande pour l'instant. Enfin, c'est pas une précommande, c'est les premiers servis qui vont avoir ce tarif-là. Et après, quand ça sera ouvert à tout le public, ça sera à $250. Voilà. Puisque là, c'était sur inscription, donc tu t'inscrivais pour avoir les précos. Là, une première vague pour les commander. Donc c'est des lunettes qui vont intégrer du coup dans les branches l'équivalent d'un Amazon Echo. Qui va pouvoir du coup reconnaître ta voix, tu vas pouvoir lui envoyer des commandes, tu vas également avoir des petits boutons, là tu les vois à gauche, au-dessus des branches pour régler le volume. Oui, tout à fait. Tu as un slide de commandes sur un côté pour faire défiler, un petit peu comme tu aurais sur un Amazon Echo Show, sur l'écran, pour défiler les informations comme ça. C'est que de l'audio, donc il n'y a rien qui est projeté sur les verres. Par contre, il y a un système de projection sonore qui est intégré dans les branches, en fait, avec des petits haut-parleurs qui balancent le son un petit peu dans les oreilles. Ça fait penser à d'autres technos. Bose, un petit peu, comme ils ont aussi. Ouais, moi ça me fait penser à HoloLens, qui a utilisé ce système-là depuis quelques temps et qui marchait vraiment bien. Moi j'étais bluffé par la projection sonore et la spatialisation qui marchait vraiment bien.
Et les gens qui ont pu tester ça, il y a des journalistes de The Verge qui ont pu tester ça et qui ont été bluffés aussi par la captation micro aussi, la qualité de la captation micro dans un environnement hyper bruyant et la projection sonore qui du coup se faisait vraiment hyper bien. Ils entendaient vraiment bien le retour, notamment jouer de la musique, tout ça, alors que tu as l'oreille vraiment ouverte et t'as pas l'appareil au-dessus de ton oreille. Donc a priori plutôt qualitatif. Qu'est-ce que tu en fais de ces trucs-là? Globalement, tu vas faire la même chose que ce que tu peux faire sur n'importe quel appareil Amazon Echo. Voilà, donc lui envoyer des commandes, des trucs domotiques, lui envoyer des informations, lui demander des choses et il te répond par audio. D'accord. Voilà. Bon. Donc là, il n'y a pas de caméra, on est d'accord qu'on est loin des Google Glass, des concepts, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de retour vidéo ou autre, c'est uniquement le fait de pouvoir appeler son assistant Amazon dans ses lunettes connectées. Voilà. Alors si vous voulez les précommander, c'est ouvert, alors je crois que c'est ouvert qu'aux US pour l'instant, je n'ai pas vérifié en France. Sachant que du coup c'est sur liste, donc tu t'inscris sur la préco et après tu as une fenêtre de tir où il faut que tu valides ta commande de suite pour être dans le flow parce qu'ils ont pas énormément d'appareils et beaucoup de demandes en fait, mais aussi beaucoup de gens qui ont hésité, du coup qui ont annulé ou qui n'ont pas confirmé, donc ils réagissent assez rapidement là-dessus et du coup vous êtes éjecté si jamais vous n'avez pas commandé de suite. Voilà. Alors après c'est aussi une appareil, ils vont servir aussi de ce lancement, ce pré-lancement en fait, pour faire des tests à l'échelle et du coup récupérer pas mal de feedback sur les personnes qui vont s'en servir pour voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, comment vous en servez, tout ça. Donc derrière, il y a aussi l'inscription à une campagne de tests sur laquelle vous allez être contacté pour avoir un feedback à envoyer à Amazon. Voilà. Il faut s'y attendre. C'est un engagement derrière aussi de votre part. C'est pas juste un appareil que tu achètes et puis que tu poses après. Que tu oublies. Sur l'approche, c'est intéressant en tout cas parce que aujourd'hui on est encore dans le grand public en tout cas pour tout ce qui est appareil comme ça porté. À part Google Glass qui avait fait un four, il n'y a pas eu énormément d'autres sorties en grand public, j'entends. Ouais. Donc ça peut aussi être le cas de pouvoir calibrer le poids, calibrer un peu les cas d'usage. Donc pour pouvoir anticiper d'autres choses de type AR peut-être par la suite. Oui, après ils sont vraiment dans la stratégie de on tire partout quoi, on jette sur le mur, on voit ce qui colle. Ouais. C'est un peu ça. C'est vrai. Donc et on était dans dubitatif sur le fait qu'ils allaient vraiment sortir les produits qu'ils avaient tous annoncés ou c'était juste un effet d'annonce pour faire du bruit autour de la marque Echo, Amazon Echo et tout ce qui suit. Mais non, il y a des produits qui vont vraiment sortir. Alors je suis curieux sur la partie bag quand même, s'ils vont vraiment y aller aussi. Ouais. Mais au moins, je suis assez agréablement surpris de voir qu'ils vont jusqu'au bout sur cette partie lunette. Après, je suis pas convaincu que ça va marcher vraiment. Hein, vu ce qu'on a vu sur les Google Glass, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et après, l'usage de Amazon Echo, sorti des US, hein, vraiment, puisque là-bas, c'est vraiment l'assistant le plus répandu. Chez nous, ça c'est quand même assez limité. Hein. Moi, après, question de vie privée, déjà, juste le fait d'avoir le petit Amazon Echo dans la maison, là, en permanence sur soi. Ah, il va t'écouter tout le temps. Bon, voilà. Ouais. Bon, à voir, à suivre. On devrait pouvoir avoir des retours de gens qui vont commencer à pouvoir l'utiliser et s'en servir. Peut-être des journalistes aussi qui vont nous faire un retour plus détaillé de l'utilisation quotidienne de ce truc-là. À voir. Allez, on continue, on va revenir chez un autre GAFAM. On a presque fait le tour là. Hein. Ouais, c'est vrai. On n'a pas de Facebook ce soir. Hein. Voilà. Mais on va chez Google cette fois pour parler de régime. Hein. Bientôt la fin de l'hiver, donc on va commencer à se mettre au régime. Du coup, on arrête de manger des cookies. Et oui. Donc ça c'est quoi? C'est les fameux cookies, ces petits systèmes de traçage en fait qu'on va retrouver au niveau des sites web qui vont se greffer dans votre navigateur, qui vont enregistrer des informations et surtout qui vont pouvoir les partager d'un site à l'autre. C'est notamment ces systèmes-là qui vont être utilisés pour tracer votre utilisation, votre parcours sur différents sites, ou qui vont conserver votre session ouverte, ou qui va notamment servir, Facebook, on va en parler, pour tracer un petit peu tous les sites sur lesquels vous allez passer, et du coup derrière, capitaliser sur vos utilisations et générer les pubs qui correspondent à ce que vous avez été voir. Voilà. Donc tous ces cookies-là, vous en voyez forcément parler, puisque vous avez tous ces bandeaux sur les sites qui apparaissent dans votre face en disant vous acceptez ou pas, ou si tu n'acceptes pas, tu as des pages avec des menus pour naviguer, pour cliquer dans des trucs improbables et tu te perds, au bout d'un moment t'abandonnes. C'est bon, ok, j'accepte. Voilà, allez, fuck, je vais voir le contenu, j'accepte. Moi ça dépend des fois. Des fois je fais tant pis, je quitte le site et puis voilà. Bref, donc pas mal de constructeurs de navigateurs, d'éditeurs de navigateurs ont commencé à faire la guerre à tous ces cookies-là. Firefox en ligne de mire, Safari, Apple aussi avec Safari évidemment, Google avec Chrome s'y met aussi, et ils vont gérer ça d'une manière incrémentale. Donc ils vont commencer à tracer en fait les différents cookies qui sont
qui sont utilisés, et ils vont en blacklister quelques-uns. Donc ça veut dire que au sein de Chrome directement, ils vont se baser sur des listes en fait qui sont certifiées, qui vont pas maintenir eux par des labels autour de sites comme le Same Site qui gère ça. Du coup, il va falloir passer par un niveau de certification, de validation auprès de ce site pour être un cookie qui va être accepté par le navigateur. Donc ça veut pas dire que les sites vont planter, ça veut juste dire que du point de vue du site web, il va lui avoir l'impression qu'il y a un cookie qu'il va pouvoir gérer, mais dès que vous allez quitter le site, le cookie est détruit, démoli. Du coup, il ne sera pas partagé avec le reste. Donc ça reste transparent pour le site, par contre, du coup, voilà. Et les vrais cookies qui sont certifiés, validés, pour des vrais cas d'usage, je pense que les Google, ils vont s'auto-certifier eux-mêmes. Bien sûr. Ils vont, du coup, être validés, du coup, pourront vivre au sein du navigateur, être partagés à travers. Ça peut avoir du sens pour certains usages. Autre niveau de sécurité au niveau de vos données, de votre vie privée, ils vont forcer l'utilisation du HTTPS, ça c'est déjà le cas pour longtemps, donc uniquement les sites web sécurisés qui vont pouvoir exploiter ce type de cookies. Et petit à petit, ils vont augmenter donc le niveau de filtre et ils vont restreindre de plus en plus les cookies qui vont pouvoir être installés au niveau de votre navigateur par les différents sites web. Voilà. Juste moi là-dessus, ce qui me fait, c'est ça peut-être qui me manque dans les confirmations en tout cas, c'est ça va être quoi sur AdSense en fait, parce que si AdSense par défaut c'est autorisé, ça veut dire que tu pousses en fait à aller vers ces cookies là pour faire tout ce qui est tracking en fait des clients, en disant ceux-là forcément nous on les connaît, on sait qu'ils sont approuvés et ça peut pour le coup forcer un peu le marché en fait. Ouais, alors t'as plusieurs je sais pas si ce qu'ils font vraiment c'est une bonne réponse technique ou si c'est du washing de marque pour dire on est aussi dans la vie privée sans vraiment l'être. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Google, comme Facebook, ils vont vous tracer autrement. C'est-à-dire que Google, il va vous tracer parce que déjà, vous recherchez par le moteur, et surtout quand vous travaillez sur les différents sites, quand vous naviguez sur les différents sites Google, vous êtes connecté à votre compte. Et connecté à ton compte, du coup, forcément, tu as une session ouverte. Donc, t'as pas un cookie traceur de pub. T'as pas un cookie traceur, du coup, tu as cette traçabilité-là. C'est aussi pour ça que de plus en plus, il y a une guerre niveau navigateur qui se met. C'est pour ça que Microsoft s'y met également avec l'inscription. Dans Edgeium, on en parlait juste avant, donc le nouveau Edge, tu as un compte Microsoft qui vient avec. Ouais. Du coup, il trace l'usage de ton navigateur. Évidemment. Ce que tu n'as pas dans un Chromium ou dans un Firefox. Donc, c'est pas la même chose. Et après, il y a d'autres méthodes de traçabilité indépendamment des cookies. C'est-à-dire que les cookies, c'est une manière facile. C'est-à-dire que tu poses un identifiant et puis tu vas vérifier d'un site à l'autre que le même identifiant est passé. Et après, la régie pub va regarder cet identifiant-là et va voir tous les sites qui sont passés. Ils vont te dire, ils vont tracer ton profil. C'était le fingerprint, on en avait déjà parlé. Et voilà. Et après, il y a d'autres méthodes comme le fingerprint qui vont détecter une empreinte, en fait, qui vont reconnaître des informations notables de ton navigateur qui peuvent demander en disant quelle est la résolution de ton écran, quel est le type d'OS que tu as, des choses comme ça, et en recoupant toutes ces infos, ils vont trouver une sorte d'empreinte pour être capable de t'identifier. Alors, c'est pas aussi performant, mais ça permet déjà de cibler un peu plus certains profils, un peu plus manière floue, mais déjà c'est mieux que rien du tout. Donc il y a d'autres méthodes pour le faire. Voilà. Après, il y a d'autres façons de stocker des données dans le navigateur, mais qui sont du coup pas partageables d'un site à l'autre. Donc faut faire attention aussi à ce à quoi servent les cookies. Tout n'est pas mauvais dans les cookies. Il y a des pépites de chocolat qui sont très bonnes, tu vois, voilà. Bref, voilà. Mais bon, ils sont activement dessus, ils sont en train de traiter le sujet également. Bien, on va rester chez Google. J'ai sélectionné une autre news, évidemment pour parler un petit peu d'IA, parce que je trouvais que ça manquait d'IA ce soir dans les news sélectionnées. Et donc c'est une news qui est extraite du blog de la team AI Research de chez Google. J'ai oublié de noter le site, non c'est ça, ai.googleblog.com, donc la partie recherche sur l'IA, qui a travaillé à prédire la météo, ni plus ni moins. Alors ils ont une approche intéressante, c'est qu'ils n'ont pas prévu de prédire la météo comme pourraient le faire des Météo France ou des gros organismes météo sur une échelle très longue et sur un périmètre très large. Ils se sont attaqués à d'autres problèmes de la météo et c'est assez intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs strates de prédiction dans la météo et plusieurs façons de le faire en fonction des besoins que tu vas avoir derrière. C'est pas une prédiction qu'on fait pour l'ensemble. Et donc ils ont adopté une manière originale et pour répondre à un autre besoin avec à base d'IA, et on va voir ça dans le détail. Alors, si vous voulez voir ça, c'est un papier qui est publié donc sur le site ai.googleblog.com. C'est assez bien expliqué. Franchement, c'est assez vulgarisé. Alors, il rentre vraiment dans le détail après niveau implémentation de l'IA, où là, ça fait bobo tête. Mais avant, il présente vraiment les problèmes actuels et ce qu'ils ont été cherchés à résoudre derrière.
Donc ils se sont tournés vers juste la prévision de la pluie, principalement. D'accord. Voilà. Donc est-ce qu'il va pleuvoir, et plus particulièrement, est-ce qu'il va pleuvoir dans les 6 heures à venir? Et avec pour objectif d'améliorer en fait le temps pour calculer cette fenêtre de prédiction et surtout augmenter la résolution, c'est-à-dire être capable de savoir plus précisément dans un périmètre plus petit s'il va pleuvoir ou pas. Ça c'est hyper important. On verra pourquoi à la fin il y a un marché par rapport à ça. Et puis derrière ils veulent aussi avoir une latence très courte, donc ça veut dire être capable de réagir rapidement à la collecte de nouvelles données plus fraîches, donc temps réel par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, pour adapter la prédiction en fonction de ça. Voilà. Et ils sont arrivés, je vais vous expliquer un petit peu comment dans le détail. Alors, actuellement, déjà, pour comprendre comment ils ont travaillé, il faut regarder comment fonctionnent ces prédictions météo actuelles. En fait, il y a beaucoup de stations météo qui vont agréger énormément de flux de données différents. Ils vont recouper beaucoup d'informations, notamment des données satellites, des données radar qu'on va retrouver. Alors les données satellites, évidemment, c'est fait dans l'espace, mais c'est fait avec... on a plusieurs prises de photos différentes avec du multicanal. Donc on va avoir des images avec différents spectres en fait, qui vont être prises, qui vont être envoyées sur Terre, et en parallèle de ça, au sol, on va retrouver des stations radar qui vont du coup balayer un petit peu les nuages pour voir qu'est-ce qu'ils contiennent en termes de pluie. On en parle beaucoup puisque c'est les mêmes fréquences qui sont utilisées pour la 5G. Donc il y a une petite perturbation par rapport à ça, mais c'est la même techno qui est utilisée, donc les ondes radar qui vont rebondir sur les gouttelettes de pluie pour être capable de détecter où se situe la pluie. Et avec toutes ces infos-là, ça sont regroupées et digérées par du coup les entreprises qui calculent la météo, et ils font tourner différents modèles qu'ils ont construits par rapport à ça pour calculer des prédictions à plus ou moins court terme, donc de 1 à 10 jours, et sur des périmètres qui sont assez variables. Alors évidemment, tout ça, il y a plusieurs problèmes. Déjà, c'est que il faut recouper des sources, je vous l'ai dit, mais du coup, toutes les zones du globe sont pas couvertes par toutes ces méthodes de capture de données, notamment les stations radar. On va pas les retrouver au milieu des océans, ça n'existe pas. Donc on peut pas prédire tout ça au niveau des océans. Après, il y a un autre problème, c'est que ça fait énormément de données à intégrer. Et l'organisme qui calcule ça aux États-Unis parle en gros de 100 téraoctets par jour de données à ingérer. Oui. Par jour. Donc c'est une fenêtre glissante de 1 jour. Donc sur 1 jour, il collecte tout ça, il calcule. Ça met un temps de calcul assez phénoménal pour calculer les prédictions pour le jour suivant et les 10 jours à venir. Donc il travaille vraiment 1 jour sur l'autre. On est sur du J+1 globalement. En plus de ça, il faut des ordinateurs monstrueux. On parle souvent de ça, donc tous les supercomputers qu'on retrouve sur le top500.org, c'est en général les supercalculateurs qui sont utilisés pour les météos. Voilà. Et en plus de ça, la confiance dans la prédiction n'est pas énorme, et puis surtout le temps de calcul est colossal. Donc on parle globalement d'un temps de calcul de 6 heures. Donc si tu récupères en gros 100 téraoctets sur une journée, il te faut 6 heures pour les processer pour faire une... Oui. Voilà, donc t'imagines, tu fais ta fenêtre de course. Ouais, c'est une course, c'est ça, à l'ingestion de données, le calcul par rapport à un modèle pour balancer la prédiction, et surtout, sachant que le flot de données est continu, c'est-à-dire que tu serais capable d'intégrer continuellement ce flot de données, mais tu peux pas calculer 6 heures consécutives. Donc tu peux, globalement, ils arrivent à faire par tranche de 3 fois 6 heures dans une journée pour affiner la prédiction des jours qui viennent, mais ils sont pas mieux en fait actuellement. Et il y a un vrai besoin par rapport à ça, c'est ce qui s'appelle le nowcasting. Donc le nowcasting, c'est la météo de suite là maintenant, à tel endroit, est-ce qu'il va pleuvoir dans les 10 minutes, l'heure qui vient à tel endroit. Il y a un vrai besoin par rapport à ça, et c'est là-dessus que Google s'est penché, sur l'ingestion de ces données et le calcul rapide de la prédiction à très court terme. Il y a un autre problème que j'ai pas parlé, c'est que la résolution actuelle, en fait, ils sont incapables de descendre en dessous de 5 km. Donc ils peuvent ne mesurer que sur 5 km² globalement de résolution, pour des questions de performance et de temps de calcul également. Donc s'ils voudraient descendre plus fin, il faudrait augmenter globalement le volume de données, et du coup le temps de calcul serait beaucoup trop long. Alors la solution de Google, alors ça tiens je vous montre un petit peu, du coup j'ai oublié les captures, donc ça voilà c'est différentes sources qui sont actuellement utilisées, donc il y a une image, une des images radar en haut, une des images satellites en haut avec des photos, donc là c'est les en couleur qu'on peut reconnaître à l'œil, et en bas c'est le radar, les images radar du coup de la pluie. Ce qu'on voit c'est qu'en fait il y a un pattern c'est à peu près similaire mais pas vraiment, tu vois il y a des nuages en bas à gauche qui sont présents sur l'image satellite, par contre il n'y a aucune pluie qui va avec. Donc, une seule source de données ne suffit pas pour prévoir la pluie derrière. Oui, effectivement. Donc, on est obligé de recouper toutes ces infos pour être sûr de savoir s'il va pleuvoir ou pas. Donc l'approche de Google, ça a été de faire du radar to radar forecasting, donc de la prédiction de radar à radar. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont collecter les images radar des dernières heures, et donc celles d'en bas, celles qui sont ici, les ingérer et surtout les comparer aux prédictions réelles, en fait, enfin pas aux prédictions, pardon, aux données réelles d'hygrométrie qui sont passées sur le terrain constaté. Merci.
Et avec ça, du coup, ils ont construit un modèle d'IA, du coup, à base de réseaux de neurones, sur lesquels, en fait, ils vont entraîner leur modèle par rapport à toutes les données qu'ils ont collectées jusqu'à présent. Et après, alors ce modèle-là, ils l'ont construit, je vais vous montrer un petit peu l'architecture du réseau juste pour vous montrer la complexité du truc, mais ils l'ont construit sans chercher à modéliser la physique de l'atmosphère. C'est-à-dire que tous les autres modèles sur lesquels ils ont l'habitude de travailler en météorologie vont chercher à modéliser un petit peu le fonctionnement de l'atmosphère. Là, pas du tout. Là, ils ont pris une approche traitement de l'image. Ils se sont dit, on va traiter l'image comme si c'était une image, une reconnaissance d'image classique, et un peu comme ce qu'on peut voir en termes de transfert de style, tu sais. Ah oui, tout à fait, voilà, ce qu'on avait déjà vu. Mais c'est à peu près les mêmes techniques qu'ils vont utiliser, qu'ils ont adaptées là-dessus. Donc en fait, ils vont travailler à continuer le flot d'images qu'on a ici. Donc ils collectent des différentes images radar, donc il y a 60 minutes, il y a 30 minutes et maintenant, donc ils voient les évolutions là-dessus, et à partir de ça, leur modèle va construire les prochaines images des 30, 60 et N prochaines minutes derrière qui vont suivre. Par ces systèmes-là de... Ça paraît simple, donc c'est souvent une bonne idée quand ça paraît simple comme ça. En fait, on se dit, bah oui, effectivement, on enlève la complexité et on vient juste faire des études d'images, en fait, ce qu'on sait faire, en fait. Voilà, du traitement de l'image derrière par rapport à ce qu'on sait faire actuellement. Donc du coup, ils ont dégainé des choses classiques dans ce domaine-là, donc des réseaux de neurones convolutionnels, fameux CNN, et en particulier une typologie de neurones, une typologie de réseau de neurones. Ah, et zut, c'est transparent, donc on voit pas bien le fond là-dessus. Bon, c'est pour montrer un petit peu l'architecture du truc qui est assez complexe, donc ils ont vraiment construit un truc assez costaud, mais pour du traitement de l'image, ça reste largement performant. Et du coup, avec ça, ils ont réussi à tirer des prédictions d'une rapidité fulgurante. Donc du coup, ils sont capables d'ingérer des données, mais de manière colossale. Donc ils prennent toutes les images multispectrales du coup des satellites, donc les différents spectres colorimétriques qui sont pris en compte par les satellites. Donc ils ont une entrée pour chacune, une entrée dans le réseau de neurones par canal du spectre pris en photo, plus les données radar derrière. Donc ils ingèrent tout ça et ils les prennent du coup sur la dernière heure en continu. Donc c'est échantillonné sur des dizaines de minutes. Ils prennent tout ça en flow, donc ce qui est énorme. C'est un truc énorme en termes de volumétrie de données. On parle de plus de centaines d'images multispectrales canal à ingérer avec tout ça. Et ils font travailler leur le réseau de neurones là-dessus, qui leur sort du coup les prédictions derrière. Et alors là où c'est hallucinant, c'est que, comme c'est du traitement d'image, mais la prédiction, donc l'inférence, se fait ultra rapidement. Donc en quelques minutes, ils sont capables d'ingérer ça et de prédire derrière la pluie dans l'heure qui vient et les 6 heures qui viennent derrière. Et ça, c'est juste une courbe qui vous permet de montrer un petit peu la performance de leur modèle par rapport aux modèles qu'on reconnaît déjà, qui sont déjà exploités en météo. Voilà. Donc OF, persistance et HRR, que je ne vous détaille pas, sont des modèles qui sont les plus utilisés actuellement, qui eux travaillent sur des supercalculateurs. Mais là, ils ont une prédiction qui marche hyper bien, sur du court terme. Alors évidemment, c'est sur du court terme. Et peut-être avec une meilleure précision aussi, pour le coup. Et du coup, ils descendent en précision, puisqu'ils ont été capables de descendre jusqu'au kilomètre. Donc là, ils sont au niveau de 1 km. Ouais, ce qui est vraiment bien. Au lieu de 5, tu disais tout à l'heure. Au lieu de 5. Et puis surtout, ils font ça en continu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à attendre 6 heures pour refaire des calculs. En fait, ils peuvent ingérer en continu les images satellites, les images radar, et refaire des prédictions pour l'heure et les 30 minutes, etc. qui viennent derrière. Donc ils sont toujours dans l'ingestion de données et le calcul derrière. Donc en fait, ils sont une fenêtre glissante en fait, où ils vont te prédire la prochaine heure avec une certitude phénoménale, et les autres derrière où ça se dégrade, mais c'est mis à jour toutes les heures évidemment derrière, sans avoir à attendre la prochaine fenêtre de tir de calcul du truc derrière. Donc on est vraiment sur une optimisation colossale de cette partie-là. Voilà. Alors évidemment, ça marche très bien pour le court terme, par contre les autres modèles sont encore très performants sur le plus long terme. Et voilà. C'est super intéressant, ça a l'air assez complémentaire en fait, potentiellement, avec ce que l'on a déjà. Alors, il y a un vrai business model derrière ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, du coup, payent pour ce genre de service. Et puis, tout ce qui est agriculteur ou autre aussi. Les agriculteurs, les entreprises du BTP. Est-ce que je vais écouler mon béton maintenant ou pas sur ce chantier-là qui est à tel endroit? Voilà, est-ce que je vais faire ma route à cet endroit-là? Voilà. Très bien. Bon, on avance rapidement sur la dernière petite news avant de passer au test. Nous suivons Microsoft Launcher 6.0, donc qui est ce fameux lanceur Microsoft qu'on retrouve sur Android, qui vous permet de faire un Microsoft Phone à base d'Android. Il y a un petit revamp qui a été fait, donc beaucoup de travail sur l'ergonomie, sur le style des icônes, etc.
Ça refait penser beaucoup en ce qu'on a pu voir sur les démos des annonces de Windows 10X et notamment de l'appareil Surface Duo. Voilà, donc il y a un mode landscape aussi qui fait son apparition. Effectivement. Coucou, oui. C'est là, évidemment, puisque c'est le genre de launcher qui est utilisé pour cet appareil-là. Donc là, c'est dispo en version preview, publique, donc vous pouvez l'installer dès à présent. Donc il y a une partie UI qui a été retravaillée, il y a la home, il y a un mode landscape, voilà. Et ça gère la partie dock et tout, enfin tout va bien. Des nouvelles icônes, des nouveaux widgets et quelques parties qui ont été réécrites. Voilà, donc il y a le lanceur d'application et différentes interfaces derrière. Il y a un mode clair et un mode sombre, évidemment, qui a été intégré, indispensable aujourd'hui dans les appareils comme ça. Donc ça suit effectivement les évolutions de tout ce que Microsoft a pu présenter jusqu'à présent. Voilà. Je t'avoue que je suis tenté pour basculer en expérience Microsoft. Ah oui ? Ben ouais, curieux, par curiosité, tu vois. J'ai déjà le Edgeium installé, j'ai pas fait la bascule, tu vois, d'utilisation à 100%, mais je suis curieux. Je comprends. En parlant de Microsoft et d'évolution du PC, on va conclure les news sur cette partie-là, puisque petite étude de marché récente nous dit que le PC progresse toujours, alors que le Mac a reculé en 2019. Et oui, et surtout, après 7 années de baisse du marché, le PC est annoncé en hausse en 2019 par le cabinet Gartner, donc c'est une nouveauté, en tout cas, ça faisait longtemps que le marché du PC déclinait. Et là, une hausse qui revient. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a sorti des PC extraordinaires qui justifient ça ? Donc, vous avez quelques éléments là. Alors, clairement, on attribue ça aussi au renouvellement lié à Windows 10. Donc, on est passé sur du Windows 10, la fin de Windows 7, ça fait écho avec le premier article. C'est merveilleux. C'est bien fait, cette émission. C'est génial. Donc effectivement, c'est en lien également. Les gens renouvellent. Après, il y a aussi du renouvellement naturel des cycles. C'est-à-dire que on a des besoins qui augmentent. Mais clairement, si on regarde dans ceux qui sortent un petit peu vraiment dedans, on a du HP et du Lenovo, donc qui sortent sur le podium, et Apple arrive en 4e place derrière Dell. Donc avec des augmentations un peu partout, et Apple qui diminue en fait, tout simplement. Lorsqu'on regarde, avec un recul du nombre de Mac livrés. Bon, après on parle de 2%, c'est pas non plus. Tout à fait, mais en tout cas ça régresse là où le reste augmente, donc c'est quand même intéressant là-dessus. Après, ce qu'on disait aussi, c'est que la croissance aurait pu être davantage marquée s'il n'y avait pas eu un problème d'approvisionnement des processeurs Intel. Je sais pas si tu te souviens, il y a eu toute une période où ça a été très compliqué pour arriver à avoir, et ça avait ralenti un peu cette croissance-là. Donc là, c'est intéressant en fait de voir que on est en train d'avoir un petit revirement de marché. On va voir après ça va se prolonger ou pas. Et on va voir ce qui va se passer par la suite, mais potentiellement, on va avoir aussi des technologies 5G qui vont apparaître, des appareils avec double écran, les appareils pliables, et tout ce qui est PC de gaming, donc qui peuvent aussi influencer ces éléments-là pour pouvoir redonner. Donc en tout cas, aujourd'hui, le marché du PC est pas enterré comme on aurait pu le dire à une époque. Après, 2018 a été une sale année, globalement, donc extrêmement mauvais. Il faudrait voir les tendances sur du plus long terme, sur une courbe un peu plus longue, mais je suis impressionné par la croissance de Lenovo. C'est incroyable. 8%, c'est assez énorme. Mais... Après, ils ont énormément travaillé leurs produits. Enfin, Lenovo qui a été du coup... Sur le parti design, principalement, c'est vraiment fort, c'est peut-être même inquiétant. J'enlève là. C'est peut-être même inquiétant sur la suite, parce que on se dit arriver à compacter autant avec autant de performances des cartes graphiques ou autres, donc avec des problèmes thermiques, de gestion thermique à avoir. On se dit, est-ce que ça va vraiment durer ce type de matériel-là aussi compact, quand on sait que dès que ça chauffe un peu, ça va dégrader potentiellement un peu plus tôt les composants. Donc après c'est étudié. Ils ont encore une bonne marque là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne image de marque sur la fiabilité derrière, puisque c'était IBM, ThinkPad, tout ça machin. Après ils ratissent très large maintenant, ils ont une gamme très large qu'avait pas avant IBM. Donc pour moi j'en ai encore une bonne image en fait, mais peut-être pas sur toute la gamme si tu veux. Je sais pas si c'est justifié ou pas. Voilà, et on nous dit à juste titre dans la chatroom que pour les chiffres de Apple, c'est une estimation d'analyste. Oui, c'est vrai. On n'a pas les vrais chiffres communiqués de la part d'Apple, comme toujours, évidemment. Ils ne rentrent pas là-dedans. Ouais, mais comme chaque année, c'est-à-dire que chaque année, c'est des prédictions, des estimations d'analyse, donc si on reste sur les mêmes analystes, bon.
s'ils sont pas trop biaisés. C'est ça. Et donc là, on vient de parler d'achat de PC. Voilà. Du coup, on va vous expliquer comment vous en passez. Exactement. Et pourquoi dans les années à venir, le PC est mort. Ça y est, c'est fichu. Bah, le PC sera plus chez vous. C'est tout ça. Voilà. Bon, après toutes ces actus, on va évidemment vous parler du fameux test tant attendu, le combat du siècle, en tout cas de ce début d'année, Stadia versus Shadow, le grand test. Exactement. C'est toi, Bertrand, qui a pu nous faire ce test en grandeur réelle, du coup. Ouais. Tu vas comparer tout ça. J'ai eu de la chance parce que effectivement, c'est j'ai eu l'occasion de tester le Stadia avec le pack Founder, donc qui était. Aïe, monsieur se la pète. Exact. Mais je ne suis pas Founder, donc c'est tu vois, je demi. Hein. Donc j'ai un bon ami, merci Florent pour l'avoir prêté, d'être allé chez lui pour pouvoir vous filmer tout ça. Donc on va pouvoir lancer le tout. Mais je voulais juste avant qu'on lance faire un tout petit topo sur c'est quoi le cloud gaming pour que ça parle un peu à tout le monde. Et vous expliquer rapidement Stadia et Shadow, ce dont ça parle. Donc le cloud gaming, t'en as parlé rapidement, c'est en fait on vient streamer son ordinateur. Donc au lieu d'avoir du streaming Netflix, on va faire une comparaison qui est pas tout à fait juste, mais où on n'a plus sa vidéothèque à la maison, et bien là on va avoir la possibilité de streamer le contenu de son ordinateur, et donc toute l'interface, tout l'écran de son ordinateur, sauf que le boîtier de l'ordinateur n'est pas à la maison. Donc on va pouvoir le streamer depuis différents devices, donc ça peut être depuis sa télé connectée, ça peut être depuis sa tablette, depuis son téléphone ou un autre ordinateur, et typiquement c'est la possibilité depuis un Mac sans carte graphique de pouvoir jouer à des jeux récents en full définition, en ray tracing. C'est un pléonasme, un Mac sans carte graphique. Ils font des idées, mais je peux rien dire là-dessus, effectivement, c'est bon. Tu as gagné. Donc voilà. Donc c'est vraiment le fait, voilà, je me connecte à distance et je gère à distance un ordinateur qui est dans des baies, dans des data centers, bien loin de chez nous ou en tout cas potentiellement, mais ou en France pour Shadow. Ensuite, à qui ça s'adresse le cloud gaming? Donc moi je suis joueur occasionnel, j'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir jouer, donc je joue de temps en temps. Donc j'ai pas beaucoup de skills clairement, donc je suis pas hardcore gamer. Disclaimer pour les prochaines voilà, vidéos pour les prochaines vidéos ce que vous allez voir, comme ça au moins j'annonce. Il y a plusieurs catégories, moi j'en ai mis 3, donc je parle de joueurs occasionnels, de joueurs plus réguliers, personnes qui jouent tous les jours, et hardcore gamer, le jeu c'est leur vie, donc ils sont je sais pas pro ou semi-pro, ou ils se veulent pro ou semi-pro en tout cas, et eux effectivement ont d'énormes exigences. Pour moi, l'offre, aussi bien l'un que l'autre, Stadia et Shadow, va s'adresser aux deux premiers, donc occasionnels et joueurs récurrents. Pour moi, par contre, un hardcore gamer ou pro semi-pro, c'est pas la cible. Voilà, on n'est pas dessus, même s'ils proposent des performances extraordinaires, on n'est pas dessus parce que il y a un sujet qui est un sujet assez fort, qui est ce qu'on appelle la latence. Donc la latence ou le lag, qui est je clique pour tirer, si c'est un jeu de tir, un FPS, et entre le moment où j'ai cliqué pour tirer et le moment où le tir se fait, combien de temps se passe? Est-ce que j'ai le temps d'aller boire un café ou est-ce que c'est assez instantané? Voilà. Quelle est la longueur du café? Donc c'est ça que j'ai essayé de voir un petit peu. Et l'autre point, c'est l'aspect graphique. C'est est-ce que je me sens immergé ou est-ce que j'ai l'impression de revenir des années en arrière avec une bouillie de pixels devant les yeux? On a un petit peu entendu de tout dessus et c'est sur ça en fait que je vais porter principalement mes points de comparaison entre les deux. Voilà pour une petite intro sur ça. On se lance la vidéo. Allez-y. Et pour ça, un petit test en vidéo. Voilà. Donc là, je vous montre le pack Founder. On commence par Stadia. C'est passé vite, mais on a vu en fait, pour moi, la manette Stadia, c'est très proche de la manette que l'on a sur la Switch. Du Gamepad Pro. Du Gamepad Pro de la Switch. Vraiment, en termes de dimension, on est quasi identique. Donc pour ceux qui se demandent c'est quoi en fait la différence entre les deux? C'est quoi l'impression d'avoir une manette Stadia en main? Prenez une manette Pro Switch et vous y êtes pratiquement. Elle est un petit peu plus lourde en termes de poids, donc mais bon, pas du tout gênant. Donc là, vous voyez en fait une condition, donc chez Florent, encore merci à lui, qu'il teste pour vous. Donc j'ai fait quelques petits raccourcis pour pas que ça dure trop longtemps, mais je vous ai quand même laissé le chargement. Donc au démarrage du Shadow, hop, on va venir faire une combinaison de touches pour qu'il appaire, pour qu'il appaire la manette avec
la Chromecast qui est connectée à la télé. Donc là, on est sur une Chromecast Ultra, donc qui est en 4K. Et précision, elle est reliée en RJ45 à une connexion fibre. Donc, on est très bien. Voilà. Vraiment, on est dans des conditions, on va dire, idéales pour pouvoir s'en servir. On l'a vu sur télé. Maintenant, on le voit sur le écran d'ordinateur. Donc là, on est dans Chrome, comme vous pouvez ne pas le voir. Donc on a lancé Chrome et on lance le jeu qui est dessus. Ensuite, on veut faire un petit test multi-device, c'est la promesse et elle est remplie au niveau de Stadia, c'est que je bascule de mon ordinateur, je mets sur pause, je bascule sur la télé en 4K et avec le Chromecast et hop, voilà, il me dit qu'est-ce que vous voulez faire, mais je sélectionne le Samurai Shodown. Il charge, mais comme vous voyez, c'est quand même rapide. Et hop, voilà, on se retrouve sur le menu qu'on venait de quitter. Et là, ce qu'on voit pas, mais c'est que sur l'ordinateur, ça vient de se déconnecter, de revenir sur la mire, entre guillemets, Stadia. Donc, la promesse, c'était je passe d'un device à l'autre sans coupure, sans rien. Elle est là. Il n'y a pas de sujet, ça fonctionne bien. Ensuite, ce que j'ai voulu tester, c'était sur la Chromecast, donc toujours Ultra, de lancer un jeu qui est censé être un petit peu plus beau. Alors, on avait le Pack Thunder, c'était avant qu'il rajoute les nouveaux jeux dessus. Donc, on avait le Samurai et on avait Destiny 2, qui était un pauvre, très pauvre. En termes de jeux dispo. Donc, depuis, ils ont rajouté, par exemple, Shadow of the Tomb Raider. Donc, c'était d'autres. Ça, j'ai pas pu le tester à ce moment-là. Donc, lorsqu'on le lance, moi, honnêtement, le Destiny 2 sur la télé, alors il a une super télé qui est vraiment 4K, ça charge assez vite comme vous pouvez le voir, ça charge même très vite. J'ai fait des petites coupures, hein, donc vous dites pas que vous lancez directement sur le jeu, hein, j'ai coupé pour qu'on arrive, et on a une résolution. Donc là, quelle est la résolution affichée? Est-ce qu'on est en 4K ou pas? Je ne peux pas vous dire en fait, parce qu'on n'a aucun élément qui ressort, et moi j'ai pas d'outil pour pouvoir le sortir. Et la télé, donc, elle ne dit pas dans quel mode elle est? Non. En fait, elle sait pas ce qu'ils lui ont envoyé exactement en termes de résolution. En fait, jusqu'où est-ce qu'ils ont poussé. En tout cas, le Chromecast Ultra sort en 4K. Par contre, tu sais pas si dedans. Le flux, est-ce qu'il est 4K en fait? Voilà. Donc, je sais qu'en tout cas, visuellement, et donc je peux juste. Le Chromecast, il est capable de faire. Le Chromecast Ultra, il peut faire de l'upscaling. Ouais. Donc, il peut faire du traitement local. Et après, en plus, il est nécessaire pour le travail sur la télé en 4K. Tout à fait. C'est très juste. Et sur certains cas, il chauffe, mais j'en ai entendu parler à un moment donné dessus. Il a pas eu le problème, en tout cas, Florent. Donc, lorsqu'on teste, là, je vous ai mis un petit peu l'écran. Moi, j'étais devant. Alors, forcément, là, vous voyez une image derrière une prise d'image faite par une caméra. Donc, forcément, c'est compliqué d'arriver à juger. Mais moi, j'étais bluffé parce que j'avais vu plein de tests sur Internet qui disaient, c'est moche, c'est une horreur ou autre. Ça m'a pas choqué. Voilà. Est-ce que tu es joueur de jeux comme ça 4K déjà? Alors, moi, non. Donc, je suis pas le bon exemple dessus, mais celui qui a pris le pack, lui, par contre, a l'habitude de jouer, et de jouer en 4K, il a une PS4 Pro. Donc, et lui, il me dit, ça rend bien. Franchement, il est pas du tout choqué. Voilà. Ok. Et je pense, en tout cas, que cette configuration-là était la meilleure. Là, on passe sur la capture d'écran qui est faite sur mon Mac. Cette fois-ci, je suis sous Chrome, le navigateur. Je suis chez moi, donc je suis en connexion RJ45 avec la fibre. Et je suis sur un Mac avec le Chrome dessus, navigateur Chrome. Donc là, je suis sur Stadia. Et moi, je trouvais que par rapport à ce que je voyais sur la télé, je suis un peu en dessous. Voilà, par rapport à la télé. Donc il y a bien un traitement fait par le Chromecast. Je pense qu'il y a quelque chose, un post-traitement. Alors je vous ai mis vue extérieure, vue intérieure pour essayer de voir un peu quand c'est un peu plus sombre. Avec les ombres. Voilà. Ton Mac, il a quelle résolution en local? Le Max, c'est un MacBook Pro. Et j'étais sur une sortie HDMI vers un écran 32 pouces. Mais en 2K. D'accord. Ouais, en 2000. Il n'était pas en 4K. Donc, sur le test Stadia, moi, je rentre sur Stadia, j'utilise Stadia. Clairement, j'ai pas eu de soucis particuliers. Ça a plutôt bien fonctionné. Mais, graphiquement,
je suis pas totalement dedans. Voilà, je suis pas immergé dans le jeu parce que graphiquement, c'est difficile à dire, hein, mais graphiquement, je suis un petit peu en dessous et je me vois pas sur un jeu si récent que ça. Voilà. Après, peut-être que le jeu aussi, peut-être pas le bon hein, pour faire les tests. Alors Destiny 2, si. Mais là, ça c'était. Il y avait un plan qui était sympa là où tu te voyais arrêter entre un mur et une texture. Ouais. Tu vois que les textures sont un peu compressées quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Et c'est plein de petits moments comme ça où tiens, je me sors un peu du test. Donc maintenant, je passe sur Shadow. Et ce qu'on voit au niveau de Shadow, c'est que j'ai voulu vous le mettre, j'ai pas pu jouer de suite. J'ai dû d'abord faire la mise à jour de Destiny 2. Chose que je n'ai pas sur Stadia. J'ai absolument pas ce problème-là. Ensuite, déjà, t'as un vrai bureau, c'est-à-dire que t'arrives sur voilà. un vrai... ça, après, j'en parlerai un petit peu après sur la différence, mais effectivement. Ensuite, le jeu se lance plus rapidement sur Stadia que sur Shadow. Mais bien, il y a plusieurs secondes d'écart. Alors, j'ai pas fait le chronomètre entre les deux, malheureusement, mais clairement. Et par contre, là, au niveau du ressenti, je me suis ressenti beaucoup plus à l'aise sur la partie Shadow. Donc, le rendu au niveau... sol, la texture du sol, c'est incroyable. Hein. Ouais. Là, tu vois le détail en bas, t'as l'impression que t'as vraiment le relief qui est fait. Et là, j'étais dedans, et honnêtement, je jouais sur mon ordinateur... parce que je l'ai aussi sur mon ordi perso, où je jouais sur le Shadow, tu pouvais me piéger facilement. Voilà, vraiment, tu pouvais me piéger. Entre le jeu local et... exactement. Le la latence, pour ce que je fais, et moi je suis dans de très bonnes conditions, encore une fois, je suis câblé, enfin câble dans le sens RJ45, pas en Wi-Fi, avec la fibre, et j'ai pas de souci de latence, donc il y en a forcément une. Alors là en plus je joue clavier souris, alors c'est pas filaire mais c'est pas du Bluetooth, donc on est sur du 2 gigas. Ouais voilà, donc j'ai pas de perte supplémentaire en tout cas par rapport à ce que l'on a. Tu me ferais faire un test, il y aurait pas le petit logo en haut à droite, je serais difficilement en capacité de te dire si je suis en local ou si je suis en train de jouer à distance. Donc là vraiment sur Shadow vraiment voilà, j'ai pas eu de sujet dessus et ça a été extrêmement immersif en tout cas comme ressenti. La version de Shadow là que t'as prise du coup c'est la première. Alors c'est la première, donc pareil on me l'a prêté. Donc merci Florian qui m'a prêté son compte pendant une petite semaine pour que je puisse faire des tests. Donc là, je l'ai testé, moi, en RJ45. Je l'ai testé en Wi-Fi, donc je suis en Wi-Fi 5 Go. Donc là, pendant que je vous explique, je vous mets un petit test où j'ai repris en fait des plans que j'ai tournés sur Stadia et des plans que j'ai tournés sur Shadow, pour que vous puissiez voir à peu près pareil. Alors, j'ai pas pu faire exactement les mêmes actions, mais il y a des moments où ça recroise bien. Donc vous allez pouvoir voir d'un côté et de l'autre les écarts entre les deux. Sur le même jeu. Donc sur la partie Shadow, lorsque j'ai joué en Wi-Fi, donc moi je suis un Wi-Fi en 5 GHz, c'était j'avais l'impression que c'était un petit peu moins et j'avais quelques freezes. Donc j'ai joué à Overwatch par exemple dessus. Ouais. Et pendant la partie, je sais pas je sais pas combien de minutes, mais c'était des minutes, j'ai eu hop tiens un petit freeze et hop ça repart. Bon, moi, vu mon niveau à Overwatch, ça ne posait aucun problème. C'était pas ça l'explication, voilà. Mais voilà, pour quelqu'un, encore une fois, qui joue pro ou autre, bon, c'est pas bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il faut compter donc la latence et il y a la stabilité de la connexion. Moi, j'ai une connexion, je pense, assez stable, mais le fait de passer en Wi-Fi m'a fait dégrader la stabilité, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai eu le malheur de tester avec mon CPL 500 mégas sur mon Apple TV qui était avec une connexion en RJ45 je crois qui est limitée à 100 mégas parce que je suis pas sur l'Apple Télé 4K. Et là, ça a été une horreur. Donc le test de l'extrême. Voilà. Donc j'ai essayé. Là, j'étais sur Overwatch toujours. C'était une bouillie de pixels à l'écran, ça saccadait, c'était injouable. Donc j'ai eu un cas, en tout cas, sur le Shadow où c'était injouable, mais j'étais pas dans les bonnes conditions. Donc c'est vraiment des configurations où il faut être dans des bonnes conditions. Et si on est dans des bonnes conditions, ça passe vraiment très bien, aussi bien l'un que l'autre. Ensuite sur Shadow, juste pour vous dire, j'avais plus de possibilités, donc j'ai essayé sur iPad, j'ai essayé sur mon iPhone, j'ai essayé donc sur Apple TV, j'ai pas essayé sur Android, mais j'ai une télé qui était compatible, j'aurais
pu faire le test, mais comme c'était pas mon compte, c'était un peu compliqué, il y avait des codes envoyés à chaque fois, enfin bon voilà. Donc j'ai quand même limité, et j'ai testé, comme je vous ai dit, sur le MacBook Pro, sur toutes les plateformes, ça s'est très bien passé. La seule chose... Avec une télé, en Android TV, du coup. J'ai pas testé, j'ai pas pu le tester. Et tu peux mettre le Shadow dessus sur Android? T'as une application Shadow sur Android, sur tablette, et sur Android télé. Ok. Donc ça c'est super intéressant. Par contre, il te faut du coup quand même clavier souris parce que l'interface de Shadow. Alors c'est ça, c'est que effectivement. Alors moi sur l'Apple TV, pas de souci avec le Shadow parce que ils émulent en fait la navigation de la souris avec le pavé tactile de la télécommande. Donc pas de problème. Sur iPad, très compliqué. Parce que sur iPad, il n'y a pas la souris, il détecte la moitié du temps qu'on veut faire un zoom, il n'y a pas le clic droit. Et t'as pas un trackpad virtuel pour faire comme genre... Non, alors j'ai peut-être pas le trouvé. Après, c'était extrêmement compliqué. Quand j'ai voulu me connecter depuis l'iPad, j'avais pas le clavier, donc il a fallu que j'aille chercher l'icône Shadow pour aller lui dire que j'ai le clavier, parce que mon iPad détectait pas qu'il y avait une zone de clavier, puisque je suis en streaming. Donc c'est plein de petits détails comme ça. Hein. Donc sur iPad, par les limitations en tout cas de l'OS, c'est vraiment ça reste un PC pas quand simple. même, Voilà, derrière, donc ça. Il faut l'interface qui Après, suit. Ils vont sortir là au mois de février une nouvelle interface designée exprès pour iPad, en gros tout ce qui est connecté autre qu'un ordinateur, où on arrive avec une sorte de menu tuile, en fait avec tous les jeux. Et on clique sur le jeu qu'on veut lancer, c'est la promesse. L'interface style Big Picture de Steam. C'est ça, exactement. Donc c'est la promesse, j'ai pas pu le tester, ça par contre, c'était pas encore implémenté quand j'ai fait mon test. Bon, après, il faut que ça marche, c'est-à-dire qu'ils vont devoir aller scraper tous tes jeux dans toutes tes bibliothèques, Steam, Epic, GOG, etc. Donc faut le voir. Tout à fait. Donc là, c'était le point. Donc en conclusion, donc moi, en termes de rendu, le rendu était meilleur sur Shadow. Donc clairement, les deux solutions ont marché. Je peux pas dire surtout n'allez pas sur Stadia, c'est une catastrophe, c'est une horreur. Non, enfin les deux allaient bien. Donc j'ai essayé de faire un peu les qualité et axes d'amélioration. Donc on a la qualité de l'image, moi, était meilleure sur Shadow, c'était proche PC. Enfin vraiment, je pense qu'on peut, et je mets au défi, en tout cas dans la configuration que j'ai testée chez moi, à quelqu'un de faire la différence entre les deux. Le choix des plateformes, ça c'est vraiment pratique. C'est-à-dire que je peux avoir Shadow partout, sur tous mes devices à la maison. C'est extrêmement pratique. Par contre, t'as pas la continuité. Mais si, j'ai la continuité. Tu récupères une session? Bien sûr. En fait, tu te reconnectes et tu restes exactement là où tu étais. Donc tu as la continuité sur chaque device. Ok. Donc parce que c'est le même stream en fait qui t'est envoyé. Ok. Tu récupères ton bureau à distance. Ensuite là, alors j'ai pas pu le tester, mais il y avait un souci, il y avait une limitation qui faisait que tu pouvais avoir qu'un seul écran. Et donc ils ont sorti une solution visiblement, mais j'ai pas pu la tester, qui est tu te connectes 2 fois et en fait tu fais 2 streams et il te fait 2 écrans. Voilà, ça me paraît compliqué, mais c'est la solution qu'ils ont trouvée pour gérer 2 écrans côté Shadow. Et j'ai trouvé ça vraiment ok, parce que c'était une des limitations, le fait de pas pouvoir avoir 2 écrans. Donc j'ai pas pu le tester, mais c'est la solution qu'a priori ils ont implémentée. Ensuite, dans les autres points, on a des évolutions qui sont prévues avec des menus dédiés sur les divers devices. Ça veut dire qu'il y a des applications dédiées à chaque fois. Ouais. Donc c'est optimisé, c'est bon, globalement bien fait, quoi. Il n'y a pas de souci. Ensuite, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Shadow, j'ai un vrai PC. Donc je peux jouer, mais je peux faire autre chose aussi avec. Donc s'il y en a qui font du montage vidéo ou autre, ça vous permet d'avoir un super ordi de montage. Attention aux limitations de disque, à l'envoi de fichiers, il faut avoir une bonne connexion, encore une fois. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne capacité d'upload. Si on a des gigas à envoyer, le download, généralement, c'est plus facile à obtenir. Donc on peut faire beaucoup de choses dessus, on peut installer ce qu'on veut, et ça fait le lien pour le coup sur le prix des jeux. C'est que sur Shadow, j'ai le catalogue Steam. T'as ta bibliothèque existante. Exactement. J'ai Steam, j'ai toutes les plateformes principales, donc j'ai testé aussi Fortnite dessus pour voir un peu ce que ça donnait. Donc c'est Epic, si je me souviens bien. Epic Game Store, t'as voulu voilà. faire ton Jones. Et Origin, voilà. Donc c'est les 3 que j'ai installés. Et Blizzard aussi. Donc évidemment. Bah oui. Donc j'ai testé StarCraft qui marche. T'as pas mis GOG? Ah ouais. J'ai pas mis GOG. Et tester le jeu rétro, voir si ça lag pas trop. Non. Par contre, ça sera sûrement un prochain test, mais pour une autre émission. Génial. Donc sur ces plateformes-là, donc là c'est super pratique parce que je retrouve tout mon catalogue de jeux, je fais juste installer, ça m'installe. Par contre, les mises à jour, je me suis dit, je suis un petit malin, je vois qu'il y a une mise à jour à faire, je lance la mise à jour, je me déconnecte, je fais autre chose. Je reviens,
il reprend là où j'en étais. Donc, Mise en là, pause. voilà. La session se met en pause. Donc, je sais qu'ils ont fait des mises à jour pour pouvoir gérer, parce que quand il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, c'est une grosse capacité et Oui, ils t'éjectent de suite, évidemment, pour récupérer de la ressource, pour récupérer la quelqu'un d'autre capacité. qui veut s'en Même servir, si ouais. ils te disent que c'est bien ton ordinateur dédié qui monte dans leur data center. Ça, c'est la promesse. Donc, Oui, mais t'as pas une réservation hardware constante, c'est en ça. fait. C'est juste le temps de la vie de la session. Si tu Ouais. sors, la réservation fait que tu C'est t'es ça. éjecté pour que la ressource soit là avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'est des limitations. Et ils ont renforcé ça. Et donc, est-ce que c'est à cause de ce renforcement, en tout cas que j'ai eu ça, ce qui fait que quand vous avez une mise à jour à faire, il faut rester connecté pour que la mise à jour se fasse. Voilà. Donc, ça fait partie des points que je retrouverai pas du tout côté Stadia, bien évidemment. Ensuite, on a toute la possibilité de régler tous les paramètres d'affichage dans le jeu. Donc, je peux moi-même décider de dégrader un petit peu le rendu d'affichage, parce que je suis pas sur un écran extraordinaire, pour pouvoir améliorer la fluidité. Voilà, je suis à la maison, c'est mon ordi. Voilà. Alors c'est bien et pas bien, c'est-à-dire que tu as plus de capacité, du coup, de personnalisation. Par contre, du coup, tu dois aller faire cet effort-là C'est ça. si tu veux l'adapter. Alors que Stadia, c'est la promesse de t'as pas besoin de faire ça, ça marche C'est pas. ça. Je te donne par défaut ce que je considère être la meilleure possibilité. Voilà. Et ensuite, les prix, je vous en ai parlé, et donc les prix des jeux qui sont forcément très intéressants puisque vous pouvez bénéficier de tout ce qui est promo. On passe à Stadia. Donc Stadia, c'est ultra simple en termes de prise en main. Vraiment, la promesse, et donc moi je me rapproche beaucoup plus de l'aspect console sur Stadia, Ouais, avec je clique, ou donc j'appuie sur un bouton, ça s'allume, je clique, ça s'allume, et je suis prêt à jouer. C'est dans certains cas mieux que la console, parce que sur console, il faut attendre que le système boot ou autre. Là, il y a les mises il y à a jour, pas d'attente. tu te tapes Et les mises sur à la jour, console. Enfin, exactement. Ouais, ils ont des systèmes pour qu'elles fassent Oui, la tu mise à peux la jour laisser en repos la nuit silencieuse, si c'est ça. tu, Mais si ça tu bouge. consommes un peu le courant. Voilà. Donc vraiment, en termes de prise en main, c'est top. Donc il y a pas de sujet. Ils ont fait tout un travail sur la manette Stadia pour qu'elle soit une manette donc qui soit connectée en Wi-Fi, pas en Bluetooth, donc ça élimine de la latence. Toujours le même sujet, la latence. On Et voit surtout la continuité, c'est-à-dire que t'as pas à la déconnecter d'un device pour partir sur un device si tu veux changer toi d'écran sur c'est lequel ça. tu Donc tu projettes. gardes ta manette, tu passes sur un autre device, tu peux passer. Sauf que c'est là en fait, c'est pour moi le lancement de Stadia est raté. Clairement, ils ont pas réussi leur lancement. Ça veut pas dire qu'ils ont un mauvais produit, mais pour le coup, ils sont pas dans l'attente qu'ils avaient donnée. Et donc, pour moi, on est sur plutôt une version bêta, voilà, qui est sortie. Par Comme tous les produits que lance Google. Mais une très bonne bêta. Enfin, vraiment, ça marche. Par exemple, la manette. Je suis sur la Chromecast, je joue sans fil. Oui. Je passe sur ordinateur, je dois la brancher. What? Quoi? Voilà. Mais c'est pas du tout ce qu'ils ont annoncé. C'est ça. Mais ça sera pour plus tard. Google, Voilà. vous avez merdé là. Je veux jouer sur mon téléphone, je peux jouer que sur un pixel. Oh. Et tu le branches aussi là en plus. Et non je branche. Sérieusement. Donc c'est pour ça, c'est déceptif. C'est pour ça que je dis le lancement en tant que produit La fini promesse est grande, mais en fait. est raté. Par contre, en tant que bêta, c'est une belle performance, une belle prouesse d'avoir réussi à sortir ça. Autre exemple, je suis sur mon iPad, je veux jouer, je me dis bon, mais moi je suis malin, je lance Chrome sur mon iPad, c'est pas compatible. Bah non, bah oui. Voilà. Donc ça c'est la faute à Apple. Ben oui, mais ça serait pareil sur une tablette Android, dans ce que j'ai compris. Tu crois? Parce que là c'est le vrai Chrome, alors que sur. J'ai pas pu tester sur tablette l'iPad, Android. c'est pas un Chrome, c'est la WebView de Safari Voilà. derrière. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Ensuite, mais il me semble que depuis ça a changé, mais là j'ai pas pu retester depuis. On ne peut acheter ces applications et les installer que depuis son téléphone. Donc il faut aller sur son téléphone, avoir son compte, et depuis son téléphone paramétrer et dire je veux acheter ça. Or moi je suis connecté à ma télé, j'ai envie de pouvoir installer depuis ma télé. Alors c'est bête, je prends depuis mon téléphone. Pour le coup ça permet de faire beaucoup d'options de paramétrage, contrôle parental ou autre. Ouais. Mais c'est dommage, donc ça va venir aussi. Donc je pense que depuis, il me semble l'avoir lu qu'ils l'ont mis en place. Donc moi, en tout cas, quand j'ai testé, ça m'a fait sortir du truc. Le rendu visuel, donc j'étais moins immersif en tout cas sur Destiny, ça veut dire qu'il y a du boulot. Pour moi, j'étais clairement pas en 4K, par contre. Donc il parlait de 4K, je n'étais pas en 4K. Alors pas peut-être un upscaling. Ouais. C'était l'upscale local, voilà. Et que sur le Chromecast, je pense. Ouais. Et ça rendait mieux. Ça rendait mieux, mais j'ai testé aussi sur la même télé une PS4 Pro, et c'était un cran au-dessus.
Voilà, il y avait, Ouais, après la voilà. PS4 Pro, c'est pas ouf. Et non on plus n'était en- pas, ouais. C'est la Xbox One X qui est beaucoup plus là-dessus. Mais Bon, bon. après, sur la PS4 Pro, tu peux choisir entre le taux de rafraîchissement ou la 4K en Ouais. termes de. Ensuite, j'ai d'optimisation. testé Shadow of the Tomb Raider, et là, le Shadow of the Tomb Raider, vraiment, alors ça marche, c'est bien, c'est fluide, mais c'est moche. Voilà. Là, tu vois vraiment les. Ah ouais. les Là, proportions, c'était ouais. moche. Donc, Destiny tu était beaucoup confirmes. plus beau. Il y a pas mal de tests où ils comparaient effectivement ça et Ouais. Shadow of Tomb Raider, c'était vraiment la partie qui était la plus Ouais. dégradée. Et je Donc, pense qu'ils n'ont pas eu la même optimisation que ce qu'ils ont réussi à faire sur Destiny, où franchement c'était correct. Destiny, c'est juste que quand on compare les deux. Ouais, après le moteur de Destiny, il date un peu plus. Ouais. Alors, on me demande si j'avais la fibre pour tester. Donc oui, j'avais bien la fibre aussi bien sur la Chromecast que lorsque j'ai testé chez moi depuis Chrome sur mon Mac. Donc, et le dernier point, c'est les jeux qui sont chers et sur lesquels je m'interroge. Alors, ils disent que on les perdra pas si on arrête l'abonnement ou autre. Au niveau des jeux, il y aurait un système pour pouvoir conserver quand même ses achats. Alors, c'est-à-dire, il y a une partie qui est gratuite en fait. Tu peux Oui. le prendre en gratuit, par contre, il faut que tu viennes avec Avec- tes jeux. Et l'abonnement, c'est pour le Stadia Pro sur lequel tu as des jeux qui viennent avec. C'est ça. Donc des là, tarifs là réduits dans et le des pack jeux Thunder, il y a des jeux qui étaient offerts. Ouais. Donc c'est ceux sur lesquels j'ai pu jouer, puisqu'on m'a fait bénéficier du pack Thunder sur un autre compte, en fait, Ouais. Google. Et par contre, clairement, le prix des jeux est vraiment élevé, quoi. Donc, Bah, des jeux consoles, quoi, hein. Bah, ouais. PS4, Xbox. Et je me dis que je pourrais jouer que sur un environnement Stadia. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur Shadow, où on a toujours des petits codes qui traînent sur PC, on attend un petit peu et puis les prix baissent. Les soldes Steam. Bah oui, voilà. Ouais, c'est une. Et Allez-y, en puis, plus, en ce moment. et puis sur Shadow, demain, je me dis, bon, mais j'arrête de payer tous les mois, et tous les jeux que j'ai achetés, je les réutilise sur mon ordinateur de maison. Il faudra par contre que je l'upgrade pour pouvoir y jouer si c'était des jeux récents, quoi. Donc voilà, c'est un peu en demi-teinte. Pour moi, il y a encore beaucoup à faire côté Stadia. Moi, il y avait des choses qui m'avaient beaucoup hypé, qui sont, il y a quelqu'un mais qui fait un stream, je clique sur un bouton, je viens le rejoindre. C'était Ouais, génial. ça y est pas encore ça. C'était génial. Une vidéo C'était, YouTube de quelqu'un qui fait un let's play du jeu, tu cliques et tu joues et au jeu. tu lances le jeu, c'est génial. Donc ça, quand Et ça, ça ça va y est pas. sortir, ça va vraiment intéresser. Et là, pour moi, qui est très intéressant, ce qui arrive, c'est le renouvellement des consoles, puisqu'on rentre dans un nouveau cycle où on va devoir passer à la caisse pour pouvoir payer les nouvelles consoles. Alors, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais la PS5 est annoncée à, je crois, 449. 449. Alors, c'est Voilà, c'est dollars, prendre avec hors ah oui. taxes, etc. Blablabla. Voilà. Donc, et c'est à prendre avec des grosses pincettes. Donc, on ne sait pas du tout si c'est le cas, mais c'est la rumeur. Moi, je me pose la question parce que, à part les exclusivités, et donc d'où l'importance des Il y en a exclusivités. quasiment plus maintenant. Les Ouais. exclusivités, elles sont timées. C'est-à-dire que tu vas avoir un exclu sur 3, 4 mois, 6 mois. Sur PS4, il y en a quand même des vrais exclus. Ouais, mais oui, t'as les Gears sur la Xbox, sur d'autres trucs. Mais sur Xbox, justement, c'est moins pas ouf, parce c'est que beaucoup moins si ouf tu qu'avant. prends le Game Pass Ultimate, tu vas pouvoir récupérer des jeux qui étaient sur Xbox sur PC. Ouais, Et bien donc, sûr. tu joues sur Shadow. Et je me dis, est-ce que la meilleure console en termes de tarifs, vu que là on est sur un renouvellement de génération, est-ce que ça serait pas avoir un Shadow Avec Xbox Game Pass Ultimate? Ah, le combo est pas mal. Et effectivement, tu joues à tous les jeux, alors catalogue Xbox, qui sortent sur l'Ultimate. Et donc là, tu tombes sur ce qu'on appelle, jusqu'à présent un peu, c'est pas forcément à juste titre, le Netflix du jeu vidéo. Ah, pas pareil. Pas encore, parce que t'as pas l'interface où tu navigues et tu dis, bon, je lance ça, et tu Oui. as un abonnement avec Ouais. un catalogue de jeux qui est renouvelé. Enfin, on n'est pas encore là, je pense. Vraiment, on n'est pas encore là. C'est en Parce que, approche pour moi. Plus en tout cas que Stadia. parce que la plateforme de consommation n'est pas encore la même que la plateforme d'abonnement de la licence C'est du vrai, truc. t'en as deux à gérer de chaque Ouais, côté. c'est pas encore. c'est Et pas ensuite, encore tu verras pas forcément justement dans le menu dont on parlait tout à l'heure, ça sera pas forcément intégré, mais ça s'approche en tout on cas. s'en rapproche. Ouais. Et là, je me dis, sur le ticket d'entrée sur les nouvelles générations, si on prend un pack un peu plus élevé côté Shadow, où ils font du RTX par exemple, eh bien, forcément, ça peut être vraiment intéressant. Ouais, après, je suis pas convaincu. C'est-à-dire que aller chercher une carte graphique comme ça qui fait du coup du ray tracing pour que ça passe dans du streaming compressé, je suis curieux de voir le résultat. Et là, pour le coup, c'est plus compliqué parce qu'il faut comparer avec un PC local Ouais. qui a les mêmes Qui a performances. également une carte RTX, voilà. Mais faut un autre matos pour tester ça. Mais donc je me dis tiens, avec le renouvellement de console, ils ont une carte à jouer, Google a une carte à jouer, ils ont encore un peu de temps pour le coup, puisqu'on parle de fin d'année. Oui, ils ont l'année pour continuer à pousser toutes les fonctions dont ils ont parlé qui pourraient permettre de faire la différence et travailler sur la partie catalogue de jeux
et tarification. Ouais. Ça fait beaucoup de choses quand même, hein. Mais bon, à suivre. L'actu de Stadia est à suivre. Niveau de Shadow, ils ont fait pas mal d'annonces récentes au niveau de leur nouvelle gamme d'abonnements, donc on en a parlé largement, qui sont vachement intéressantes. En tout cas, du coup, toi, t'es toujours en attente de ton abonnement Shadow. Eh ben oui. Toi, tu avais déjà Moi, commandé, j'avais précommandé pourtant en décembre, je crois, ou novembre. Ouais. Et donc, tu m'avais dit février. On n'est pas encore en février, mais je me suis dit, oh, peut-être que ça arrivera un peu plus tôt, mais non, pas pour l'instant. Très bien. Bon, mais écoute, merci pour ce test détaillé de ces deux super plateformes qui sont pour l'instant les seules globalement, enfin les principales actuelles là-dessus. C'est pas les seules, il y a du GeForce Now, il y a du PS Now, il y en a plein d'autres, mais les principales qui traitent la partie PC en tant que console. Merci beaucoup pour ce test. Pour nous retrouver, du coup, c'est principalement sur Twitter. Vous avez nos pseudos ici. Chris Kamikas, c'est moi. Bertrand Inhofe, c'est toi. Pour nous soutenir, si du coup ça vous a plu, tout ce qu'on fait ici, et même plus, et vous allez vouloir du contenu supplémentaire, ça se passe sur tipeee.com/stdrenegade. Ça, c'est pour ceux qui veulent nous soutenir par Tipeee. Sachez que pour ceux qui sont abonnés Amazon Prime ou qui sont abonnés chez Free comme tu l'es, qui ont droit du coup avec leur abonnement Freebox Delta à un compte Amazon Prime qui du coup vous donne droit à un compte Twitch Prime, vous pouvez nous soutenir par l'intermédiaire de Twitch. Comme l'on fait ce soir, que je remercie du coup, il y a Hotpal, donc qui nous suit, c'est pas ça, il y a El Chico qui a renouvelé son abonnement, et juste avant, j'ai perdu son pseudo qui a disparu dans les limbes Dommage. Voilà, qui nous a soutenu ce soir en stream, en live, devant cette émission. Merci à lui également. Et après, si vous voulez voir un peu plus de choses et de contenu qu'on produit ici, ça se passe sur studiorenegade.fr, vous allez voir des magnifiques émissions. Notamment la matinale, Morning Tech Review tous les matins, avec des ligueurs qui parlent un petit peu de la revue de presse, même beaucoup de la revue de presse en coop avec vous. Voilà, il y a plein d'autres émissions, allez voir ça, il y a un agenda également, /agenda, avec plein de choses. Vous allez retrouver également un podcast audio qu'on a lancé qui s'appelle Clat, avec pas mal d'actu geeks, sociaux, etc. La Minute Aubergine, les Askip, etc. qui va être diffusé du coup sur la plupart des plateformes de podcast en audio. Voilà. Merci à vous. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain Beats. Ciao, ciao. Ciao.